Cette réforme-là, c'est la réforme qui va permettre au président de mourir au pouvoir. Qu'on ne se trompe pas. C'est pour ça que j'ai dit réforme de la méchanceté. Quand vous êtes conscient d'une société, le peuple est comme le fils, comme la famille du président, comme les enfants du président. Vous vous dites, je suis déjà âgé, je ne peux plus faire front aux défis du monde, aux défis de l'Afrique, aux défis même de cette jeunesse-là, qui est plus nombreuse, et qui comprend encore, qui a des aspérités, qui a des besoins, qui est déjà pratiquement impatiente. Je peux céder la place. Ce n'est pas des hommes qui manquent à ce stade au Cameroun. Donc je dis c'est cela d'abord le cas. Mais je veux simplement aussi dire que cette réforme, au-delà de la méchanceté, c'est de l'égoïsme. Parce que le président, à travers cette réforme, si jamais, c'est ce qui s'en vient, est en train de vouloir faire pire que ce qu'Aïdjo avait fait. C'est-à-dire que le président Paul Biya a été le vice-président de fait du président Aïdjo de 67-68 et GPR jusqu'en 1975. Parce que c'était le vice-président de fait. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait, ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme qu'on appelle au secours et qu'on appelle le vice-président. Que la réforme tienne compte de cela. Soyons sérieux. Moi, j'ai cru, en lisant le texte, qu'il s'agissait d'un canular. Maintenant, au mois d'avril, je croyais que c'était un canular. Si le président veut un vice-président, qu'il le dise et qu'il nous dise ce qu'il va faire à ses côtés. Et il ne peut pas nous dire que je le recrute aujourd'hui, le lendemain, si je veux, je l'enlève. Ah non. Ah non. Ça ne peut pas aller. Ça veut dire qu'on cherche une seule chose, il y a quelque chose qu'on cache. Un président, vice-président, appelé à remplacer le président, c'est-à-dire à gouverner les Camerounais, ne peut pas être taillable et corvéable à merci. Et c'est pour ça, monsieur, que je demande qu'on prenne ce problème au sérieux et qu'on le résolve avec sérieux. Moi, je suis prêt à participer, mais le texte tel qu'il est présenté, je ne vois que un texte qui dit qu'on veut le vice-président. Il va faire quoi? Il va devenir quoi? Il est même quoi? Au sein de nous autres qui sommes aussi nommés. Il est quoi? En quoi il va être plus efficace que ceux qui sont nommés maintenant? Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le ministre d'État, le texte est à reprendre et à nous proposer, quand nous serons à tête reposée, la précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. C'était donc le sénateur René Zengele, le doyen d'âge de la Chambre haute, qui se prononçait ainsi devant le Congrès, Assemblée, députés, sénateurs. Pour lui, il faudrait attendre et revoir ce texte, mais non, ce texte est finalement passé. Oui, Moussa Njoya. Oui, on parlait des clans tout à l'heure. Vous savez que, comme le dit le doyen Zengele, il y a quelque chose d'effroyable quand même dans ces textes. C'est que nulle part, on a prévu par exemple les conditions à remplir pour être vice-président. Même quand on fait les associations de sous-quartier, on dit que pour être censeur, il faut avoir 2 ans pour être président. Je dis même pour les postes de délégués d'étudiants à des amphis à l'université. On dit qu'il faut avoir payé les droits universitaires, il ne faut jamais avoir été au conseil de discipline, il faut. Il y a un petit code de conduite là quand même. Avoir l'adhésion. Mais on vous dit, le président est nommé, le vice-président est nommé. Comme dit le doyen Zengele, on ne sait pas très bien à quoi il servira. Ce qui va faire qu'il va venir plutôt alourdir l'exécutif
Alors que, comme je le disais lors d'une de mes précédentes interventions, on a déjà du mal à s'en sortir dans l'attelage secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre, qui se livre à toutes les guerres. Et les guerres de clans dont on parlait. Il vient encore alourdir. Et il va venir avec ces gens qui vont également venir avec leur part et de marché fictif et de recrutement et de népotisme, etc. pour venir aggraver encore la corruption. Et prendre encore leur part dans un pays totalement exempt. Donc on est là, livré. Ça veut dire que, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Ça veut dire que Paul Biya peut prendre un Chinois de 5 ans ayant fait la prison et le nommer vice-président. Rien ne l'empêcherait. Parce que ce n'est pas contre. Et le ministre d'État Lorès de nous dit que le vice-président soit vert, rouge ou jaune, ça ne pose pas de problème, mais c'est dangereux. Même pour les concours qu'ils lancent chaque année, on venait lancer au concours du barreau, là, n'est-ce pas, on a donné les conditions pour être avocat. On dit qu'il faut avoir telle limite d'âge, il faut avoir tel diplôme. Mais certainement, il y aura un autre texte qui va définir tout cela. Le vice-président est un poste constitutionnel. Le président peut nommer. Marie-Flore, le vice-président est une fonction constitutionnelle. Qui plus est, quelqu'un qui risque d'être dépositaire de la souveraineté nationale, garant de l'unité et de la stabilité nationale. Garant de la bonne marche des services publics et de l'indépendance de la magistrature. Vous faites que cet individu-là, on doit laisser le loisir à une personne de décider s'il va prendre un enfant de 22 ans ou une fille de 15 ans pour faire de lui vice-président. Ça coûtait quoi de mettre dans ces textes-là les conditions minimales pour toutes les fonctions au Cameroun électives? Ou normal, on donne les conditions de poste. On dit que pour être conseiller municipal, il faut avoir tel âge. Il faut être juge de ses droits civiques. Il faut être ceci. Du Populi, alors là j'ai ri aux larmes. On est en train de parler donc de la réforme constitutionnelle, la modification de la Constitution qui a conduit donc à la création du poste de vice-président. Alors, Populi titre et tout dit, le pouvoir au-delà de la vie. Alors, il dessine le président Paul Biya à côté de son DCC, un gars de la garde rapproché, il dit on réfléchirait bien à une disposition constitutionnelle permettant de diriger ce pays après la mort. Ah ouais, parce que là, on n'a encore rien vu dans ce pays. Hein. Ouais, tant que tu vis au Cameroun, dis que tu n'as encore rien vu. Ah ouais, parce que c'est l'ironie, mais tout porte à croire que même si on introduit une telle chose, ça pourrait passer. Hein. Justement. Ça pourrait passer. Ça pourrait passer dans notre assemblée. Hein. On s'attend. Parce que malgré les critiques virulentes du doyen d'âge du Sénat, le sénateur René Zenguélé, ancien ministre, est-ce que ça a gêné son parti? Vous avez vu un jeune député qui pouvait être le fils de René Zenguélé venir sur la CRTV dire oui, c'était comment il a qualifié ça, que c'était un acte de désobéissance, c'était un acte de rébellion. Il a utilisé des termes pas très élogieux pour qualifier. Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Et vous, si vous regardez dans le cœur de beaucoup de députés, leurs applaudissements trahissent la vérité dans leur cœur. Exactement. Le fait qu'ils ont applaudi le discours du patriarche René Zenguélé, ça montre qu'il y aurait beaucoup d'hypocrisie dans les cœurs des gens, dans cette assemblée. Ils ne disent rien parce que beaucoup protègent leurs biens, beaucoup protègent leurs dégâts, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont à l'assemblée juste pour se cacher. Et voilà, beaucoup protègent donc leurs intérêts. Ils préfèrent se taire, ils préfèrent voter, on quitte dessus pour ne pas avoir de problèmes. Alors, ce qu'a dit René Zenguélé, c'était profond et personne l'a écouté. Populi dit peut-être qu'il faudrait réfléchir à la possibilité d'introduire une disposition constitutionnelle permettant de diriger même le pays après la mort.